À Cuba, ses maisons colorées, ses vieilles voitures, son soleil de plomb, ses cigares et désormais ses sous-marins nucléaires russes. On apprend que des navires de la marine du Kremlin visiteront le port de la Havane dès la semaine prochaine à partir de mercredi. Alors, quels appareils font partie du voyage? Regardez, d'abord, il y a bien sûr des porte-missiles hypersoniques Zircon. Ce qu'on voit, il y a également la frégate Amiral Gorchkov d'ailleurs, le sous-marin nucléaire Kazan, le pétrolier académique Pachine et le remorqueur de sauvetage Nikolai Chiker. Gros dispositif donc, et voici ce que nous dit Cuba à ce sujet. La visite correspond aux relations amicales historiques entre Cuba et la Fédération de Russie et est effectuée en stricte conformité avec les normes internationales. Vincent Huge, dans quel but on fait ça précisément cette semaine-là? Alors, d'abord, souligner un point qui n'est pas, à mon sens, anodin. Il s'agit d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Donc, éviter la confusion. Ce n'est pas qu'il est porteur d'armement. D'ailleurs, on précise bien qu'il n'y a pas d'armes nucléaires à l'intérieur de ces engins, de ces appareils. Donc, vous avez effectivement une sorte de flottille, alors qui est quand même relativement modeste. Vous avez donc cette frégate Amiral Gorchkov, qui est, sauf erreur de ma part, celle qui avait été repérée au large des côtes bretonnes il n'y a pas si longtemps. Ensuite, vous avez donc ce sous-marin à propulsion nucléaire Kazan, on vient de le voir, un pétrolier, un remorqueur, etc. Ça nous renvoie évidemment à un épisode historique inoubliable, 1962. Il n'est pas d'ailleurs exclu qu'il y ait une volonté de raviver ces souvenirs. Je rappelle en deux mots, 1961, vous avez le fiasco de la baie des Cochons, lorsque, sous influence américaine, des exilés cubains tentent un débarquement qui est, en termes opérationnels, un désastre absolu. L'année suivante, peut-être enivrés par cette euphorie, les soviétiques donc installent des missiles pointés vers les États-Unis. N'oublions pas qu'on est à 150 km des côtes de Floride. Et puis, vous avez là une épreuve de force qui s'engage, et on considère effectivement que si dans les années 60, on a frôlé à 2 reprises un conflit nucléaire, c'était à Cuba, et ça, on l'oublie trop souvent, mais à la frontière sino-soviétique aussi. 1969. Donc, tout ça se résout par un compromis, c'est-à-dire que les soviétiques, qui ne sont pas aperçus, par exemple, que les palmiers cubains ne permettaient pas de dissimuler l'installation de leur rampe, c'est dommage, vont finir par consentir à retirer les vecteurs en question, et en contrepartie, les Américains consentent à ôter quelques missiles nucléaires déployés en Europe, notamment en Turquie, en Italie. Mais, élément de contexte, et je termine là-dessus, il y a évidemment la volonté de la Russie de montrer qu'elle n'est pas isolée, qu'elle cultive de vieilles fidélités dans ce qu'on appelle là-bas le Sud global. Et au passage, le 9 mai, le fameux défilé réduction de voilure de Moscou, vous avez, en dehors des présidents des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, vous avez 3 chefs d'État qui sont aux côtés de Vladimir Poutine. Laos, Guinée-Bissau, Cuba. Et donc le président Miguel Díaz-Canel, le président cubain, va d'ailleurs enchaîner avec une visite officielle, des contrats, etc. Cuba a besoin de la Russie parce que l'île traverse sa pire crise économique des 3 décennies écoulées. Pénurie chronique, inflation démentielle. Et les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par 9 en 2023 par rapport à 2024, notamment sur le registre évidemment de la fourniture d'énergie. Est-ce que Cuba a pour autant envie de se laisser entraîner dans une aventure qui serait une sorte de remake de 62 ? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est juste de la provocation, alors ? C'est bien, et je confirme les mots de Vincent, c'est parallèle historique, parce que cette mémoire de crise des Caraïbes, elle est très forte même dans la province très profonde de la Russie. On dit toujours la crise de Caraïbes, etc. Mais aussi, je voudrais vous donner une autre parallèle, parce que pendant cette crise, vous vous souvenez cette image de Khrouchtchev qui a tapé sur le tribune de Nations Unies en disant que je vais vous montrer, en russe c'est la mère de Kuzma, mais ça veut dire la mère de quelqu'un puissant, ça veut dire quelque chose de grave. Hier, pendant son presse-conférence, Poutine a tapé sur la table en disant que vous êtes... ils sont nous trompés.
comme nous sommes stupides, il a frappé quelque chose comme ça. Et moi, je dis, mais il faudrait la continuation. Et aujourd'hui, je vois ce sous-marin qui voyage vers Cuba. Et ça, c'est pour montrer encore qui est chef ici, comme je vous avais déjà dit, et pour évoquer cette crise dans la mentalité des Russes, que nous sommes toujours menacés, il faut faire quelque chose de sérieux, nous sommes porteurs de puissance incroyable. Alors justement, j'aimerais vous faire écouter ce que dit Vladimir Poutine il y a encore quelques heures. Lui, ce qu'il dit, c'est à partir de maintenant, vous avez, vous occidentaux, décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine pour se défendre contre nous, donc il est possible que nous fassions la même chose avec nos alliés, entre parenthèses, Cuba, possiblement. Écoutez. S'ils estiment qu'il est possible de fournir de telles armes à une zone de guerre pour frapper notre territoire et nous créer des problèmes, pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, fournir des armes similaires à certaines régions du monde où elles pourraient être utilisées contre des sites sensibles des pays qui agissent contre la Russie ? Bien sûr, de telles actions finiront par... Elles ont déjà fait beaucoup de dégâts. Mais cela saperait complètement les relations et la sécurité internationale. Mais si l'on constate que ces pays entraînés dans une guerre contre nous et qu'ils y participent directement, nous nous réservons le droit de faire pareil. Ah, c'est encore un peu imagé. Donc si vous avez besoin d'une traduction pour comprendre tout ça, c'est encore la télé russe qui le fait le mieux. Écoutez. Cela signifie que nous pourrions mettre nos missiles à Cuba, au Mexique, et apporter notre soutien à tous les anti-américains du monde, ainsi que des armes aux outils dès maintenant. C'est tout ce que nous pouvons faire sans entrer dans une guerre nucléaire. Rien d'autre n'a fonctionné ces derniers temps. Pour une fois. Sauf que ça n'a pas l'air de faire très peur aux États-Unis qui eux-mêmes ont réagi et ont dit qu'ils ne voyaient pas la menace directe dans ces actions de Moscou. Bon, en fait, c'est, j'allais dire, une belle tentative, mais ça n'a pas vraiment fait l'effet escompté. Oui, puis là, on est dans ce qu'on appelle le signalement stratégique. Quelque part, c'est un peu analogue à ce que, par exemple, ont fait les Français il y a 5 ans, quand on envoie une frégate, le Vendémiaire, traverser le détroit entre la Chine continentale et Taïwan. C'est une manière de dire aux Chinois, ça, ce sont des eaux territoriales parce qu'on ne reconnaît pas votre annexion de Taïwan. C'est un peu du trolling, entre guillemets, stratégique. Là, si on met ça en parallèle aussi avec, par exemple, la comparaison qui a été faite avec Khrouchtchev, ce signalement stratégique, il vise aussi un peu à invoquer les mannes, j'ai envie de dire, du moment dans les années 70 où l'URSS s'étend absolument partout. Les Américains d'ailleurs avaient dit c'est de la surextension qui finira par leur coûter, mais passons. Là, quand les Russes font ça, ce signalement stratégique où ils vont réactiver un peu d'anciennes amitiés, les liens avec Cuba, ça rappelle aussi l'époque du Comecon. Le Comecon, c'était cette espèce de seconde mondialisation pilotée par Moscou de tous les pays communistes qui commerçaient entre eux, qui se sont tous effondrés les uns après les autres, mais qui commerçaient entre eux. Là, les Russes, ça fait quelques années qu'ils le font. Un autre précédent, c'était au large de l'Afrique du Sud. Ils avaient fait un exercice conjoint avec des Chinois et des Iraniens. Une manière de dire que ce fameux Sud global dont on parle tout le temps est une réalité autour des Russes, évidemment. Alors, la dame à la télévision a dit tout ce qu'on a fait ici n'a pas marché récemment. Je lui dis ça de ne pas mourir suicidé du 5e étage, de critiquer ce qu'on fait. J'ai pensé en l'écoutant, je me suis dit, tiens, c'est drôle, elle est quand même un chouille critique à l'égard du pouvoir. Oui, c'est quand même pas forcément une bonne stratégie. Elle aime la prise de risque, mais en tout cas, là où on peut s'attendre à ce que les Russes multiplient ça, c'est que au moment où on parle, il n'empêche que pour l'instant, ils renforcent leur présence dans les pays dont ils ont chassé les Français au Sahel. Au moment où on parle, les Russes sont sans doute en passe de renforcer leur soutien au dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, qui va perdre les futures élections et qui peut peut-être préparer une sortie brutale de tout cela. Donc là, les Russes sont en train de montrer, comme c'était dit par Vincent, ils veulent briser leur image d'isolement, mais ils veulent aussi montrer partout qu'ils ont une capacité de nuisance et que c'est pas parce qu'ils sont en train de patiner en Ukraine qu'ils peuvent pas nous nuire ailleurs. Alors, encore une fois, ça marche pas très très bien. Enfin, c'est des petites manœuvrettes qui font pas peur à grand monde, si. Alors manifestement, ça fait pas peur aux États-Unis, donc c'est une façon pour eux de montrer les muscles de façon un peu pathétique tout de même, parce qu'ils se sont targués notamment d'avoir eu comme soutien dans cette opération, dans le montage de l'opération, le soutien de Fidel Castro, qui est quand même un peu vintage et qui a 93 ans. Donc il y a non mais il y a ça, en fait, cette animation cette mise en dynamique de faire appel aux grandes fresques historiques qui sont importantes dans la mémoire collective
collective des Russes. Donc c'est appuyer aussi sur ces boutons symboliques-là pour essayer de ranimer la flamme de la Grande Russie. Et c'est toujours un peu le même genre de discours qui est en direction aussi de la population en interne, de raviver comme ça des symboles c'est vrai que c'est selon les critères russes flamboyants. Voilà, donc c'est gratter sur tout ce type de fresque-là. On sait très bien, on le sait quand même sur ce plateau, à quel point, par exemple, les symboles de la Seconde Guerre mondiale sont activés, fait partie de la propagande intrinsèquement. Donc là aussi, c'est à mettre en lien avec, pardon d'y revenir, mais cette question des 80 ans en Normandie a été un soufflet absolu, y compris par rapport à l'opinion en interne pour la Russie. Donc il est obligé d'invoquer d'autres symboles historiques très forts, en effet, dans la mémoire collective russe. Et donc ça fait partie aussi de ça. Mais c'est très passéiste. Loin de moi la prétention de rivaliser avec Olga Skabeva dans la traduction du Poutine tel qu'on le parle, mais la formulation, là encore, m'intrigue. Nous pouvons nous aussi fournir des armes similaires aux régions du monde qui souhaitent, etc., etc. Ça veut dire que la grande Russie impériale doit sous-traiter sa riposte auprès de ses obligés supposés. Elle n'a pas la capacité de l'assumer elle-même. C'est un demi-aveu de faiblesse, plus qu'un signe de puissance. Par ailleurs, dans l'énumération de notre excellente consoeur moscovite, les Cubains ont autant envie d'y aller que de se pendre, pour une raison assez simple, c'est notamment, j'évoquais le naufrage économique de l'île, et le fait que les États-Unis ont relancé une offensive de charme vers les opérateurs économiques privés de Cuba, qui n'attendent que ça pour sortir la tête de l'eau. Alors, ne parlons pas du Mexique, elle cite le Mexique. Vous imaginez la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum aller se lancer dans cette aventure. Donc, en réalité, en dehors des frères parias syriens, hezbollahi, iraniens, etc., personne n'est disposé à offrir le flanc de sa patrie pour ce genre d'aventure. Une petite nuance, et je termine là-dessus. La propagande russe reste d'une efficacité redoutable, notamment en Afrique subsaharienne et dans le Sahel central. Ouais. Lavrov vient de terminer sa énième tournée qui est passée par la République du Congo, au passage, par le Tchad et par le Soudan. Mais sauf que ça, on n'a pas forcément très envie de le montrer tout de suite, alors que ce qui se passe à Cuba, c'est le but. Le signalement stratégique à Cuba, il est aussi à mettre en parallèle avec un argument qu'on entend beaucoup, alors parfois en France, mais surtout aux États-Unis, qui consiste à dire, par exemple, mais regardez comme on a provoqué les Russes en étendant longtemps à leurs frontières. Qu'auriez-vous dit si on avait eu des chars russes à la frontière mexicaine? Regardez comme les Américains ont réagi à Cuba. Pour quand même nuancer cet élément de langage qu'on réentend tout le temps, je le vois passer aussi notamment dans le cadre de la présidentielle américaine, il y a une petite différence entre les pays qui ont rejoint l'OTAN et un pays comme Cuba, c'est que Cuba s'est pris une révolution communiste imposée par la force avec le soutien de Moscou. Les pays baltes, la Pologne, qui ont rejoint l'OTAN, sont difficilement comparables avec le Mexique ou autres, dans la mesure où ils ont juste voulu fuir la Russie qui les dominait depuis 300 ans. Donc quand on fait ce parallèle, je le réentends à nouveau, et c'est quand même juste une manière de rappeler aussi qu'il ne repose sur absolument rien.